Et on poursuit sur cette thématique avec notre invité Alain Rodier. Merci monsieur d'être avec nous. Vous êtes ex-officier supérieur à la DGSE, directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. Alors, la crise des otages du Hamas semble être entre les mains d'une poignée d'États, Qatar en tête, mais il y a aussi l'Égypte et la Turquie. Quid de l'Iran indirectement ? Je pense que l'Iran n'intervient pas directement sur cette affaire des otages. C'est vraiment géré par le grand intermédiaire, c'est le Qatar. Je rappelle qu'au Qatar, il y a une représentation du Hamas et d'un certain nombre d'autres mouvements. Et donc, ils sont, je dirais, bien placés pour pouvoir négocier. Et ils ont une grande expérience de ce style, malheureusement, de tractation, puisqu'ils ont permis de résoudre pas mal de cas dans le passé. Mais justement, expliquez-nous ce double jeu du Qatar, parce qu'il est à la fois parrain financier du Hamas et habitué, vous venez de le dire, aux missions de bons offices entre mouvements radicaux et occidentaux. Quelle est la force de Doha de pouvoir ainsi parler à tout le monde dans la région? Mais il faut bien voir que le régime en place au Qatar, c'est un régime qui est très proche des frères musulmans. Quand je dis très proche, c'est même un petit peu plus fort que cela. Donc, il représente les frères musulmans. Un petit peu comme la Turquie, mais je dirais que la Turquie, elle, c'est en deuxième rideau. D'ailleurs, ces deux pays, quand on regarde bien, ils sont alliés sur de nombreux fronts. J'en prendrai qu'un. La Libye, par exemple, le Qatar et la Turquie font front commun. Donc, c'est pour cette raison que le Qatar peut parler à tout le monde parce que, justement, il a des ouvertures grâce à la Turquie, mais il a aussi des ouvertures vers des mouvements, entre guillemets, infréquentables. Expliquez-nous également pourquoi l'Iran chiite parraine le Hamas sunnite. Quels sont ses intérêts alors qu'en même temps chiites et sunnites se déchirent pour dominer l'islam politique? Vous avez tout à fait raison et ça étonne beaucoup les observateurs qui ne connaissent pas, mais l'Iran est extrêmement pragmatique. Et l'Iran, son adversaire prioritaire, c'est d'abord l'État d'Israël, et donc il y a une sorte de politique d'encerclement de l'État d'Israël depuis des dizaines d'années. Et tout ce qui peut aider l'Iran dans cette politique est bon à prendre. Et en particulier, alors au nord, c'est assez simple, il y a le Hezbollah libanais, qui est une créature des services spéciaux iraniens, mais au sud, il y a donc les mouvements Hamas et djihad islamique palestinien. En leur apportant une aide, ça leur permet donc de focaliser sur l'adversaire. Je rappelle aussi que lors de l'arrivée de Khomeini au pouvoir, l'objectif de l'Iran, c'était de prendre la tête du monde musulman, qu'il soit chiite ou sunnite. Alors, donc c'est du pur pragmatisme, comme vous l'avez dit. C'est du pur pragmatisme, mais il faut pour autant que ça sert ses intérêts. Exactement, mais il faut également remarquer que si les sunnites ont une haine des chiites, je parle les sunnites extrémistes ont une haine des chiites, c'est parce que ce sont des apostats, ce sont des gens qui ne sont plus dans la lignée de leur vision de l'islam, puisque le chiisme, il a commencé à dévier des années après. Par contre, les chiites, eux, n'ont pas ce même sentiment vis-à-vis des sunnites. Donc ça explique un petit peu que les chiites, ça ne les dérange pas de travailler avec les sunnites. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Une question également sur la libération, il y a quelques jours, de Farbia Adelka, la chercheuse franco-iranienne qui a été détenue à Téhéran depuis 4 ans. L'Iran a-t-elle voulu faire passer un message peut-être à la France et à l'Union européenne face aux États-Unis, quand on voit que Biden finalement n'a pas pu se rendre ni à Amman, puisque la Jordanie a annulé son sommet où il devait rencontrer l'Égypte et Mahmoud Abbas, également le président palestinien. C'est un message que l'Iran voit finalement aux adversaires, enfin non pas aux adversaires d'ailleurs, mais à l'Union européenne et à la France. Non, c'est tout à fait un message, parce que l'Iran a toujours joué avec les otages. L'Iran de Khomeini et des suivants a toujours joué avec les otages, malheureusement. On a connu ça au Liban, une période extrêmement difficile, il y a des années. Et donc, effectivement, il y a une tractation avec les otages qui est toujours lancée, et il faut effectivement essayer de décrypter ce que le régime à Téhéran veut nous dire. Et vous le décryptez comment, justement ? Eh bien, je pense que l'Iran ne veut pas rentrer en guerre contre Israël. Il ne veut pas que
la situation actuelle dégénère. C'est pour ça qu'effectivement, on remarquera que le Hezbollah, qui a une puissance de feu 10 fois supérieure au Hamas, n'est pas vraiment intervenu. Il y a eu quelques échanges de tirs, mais bon, ce n'est pas significatif. Il n'interviendrait que si l'Iran donne son feu vert ? Tout à fait. Mais je pense également que le Hamas n'est intervenu que parce que Téhéran a donné le feu vert. Parce que Donc c'est quand même une guerre par procuration que mène Téhéran. C'est tout à fait une guerre par procuration, mais je pense que Téhéran veut montrer qu'ils ne veulent pas aller trop loin. Merci beaucoup, Alain Rodier, pour votre analyse donc, sur cette situation.